Nous avons beaucoup de questions à leur poser. Donc, j'ai toute une liste, mais je préfère que l'un et l'autre, peut-être, vous nous disiez un petit mot sur les enjeux dirigeants et entrepreneurs en Allemagne. Et donc moi, j'ai pas préparé de discours concret, c'est peut-être plus pour parler un petit peu de mon expérience en tant qu'entrepreneur et éventuellement quelques commentaires de ce que nous avons pu écouter juste avant. C'est vrai que l'Allemagne va très bien actuellement. Il y a une vraie force économique et aussi une prospérité, mais tant qu'entrepreneur, on n'est jamais tout à fait content. Ça pourrait toujours aller mieux. Et effectivement, en Allemagne, on observe, surtout dans les entreprises familiales, donc toutes ces PME, avec l'arrivée du nouveau gouvernement depuis il y a un an, quand même certaines tendances, alors qu'on est en train d'essayer d'expliquer à nos voisins européens comme quoi il faut faire passer toutes ces réformes, alors que nous, actuellement, on est en train de les annuler. Donc on parle beaucoup de redistribution, on a intégré un salaire minimum. Donc il y a pas mal de choses qui font à ce qu'on est dans une position actuellement, mais avec tous les enjeux et les challenges du futur, également avec un vieillissement démographique, qu'on est sur le point un peu de jouer sur nos forces également. Donc pour tout entrepreneur qui prévoit s'implanter, oser l'Allemagne, je pense que ce sont des considérations importantes à prendre en aspect. Il faut bien choisir son secteur, il faut très bien choisir ses opportunités, et on pourra en parler un petit peu tout à l'heure de ce que je vois actuellement, quels sont les entrepreneurs français qui viennent s'installer en Allemagne, qui réussissent en Allemagne, et pourquoi ils réussissent également. Leurs atouts, à votre avis, pour les PME? C'est tout, ça peut être tout produit, ça peut être tout ce qui a bien marché en France. On voit par exemple les crèches qui maintenant viennent de plus en plus en Allemagne, avec des entrepreneurs qui viennent donner leur savoir-faire en Allemagne. On voit beaucoup de produits, des logiciels par exemple, dans la production industrielle, dans la logistique. Donc tout ça, ça marche très très bien. Et on trouve un climat de confiance. On est assez ouvert aussi à des petites structures, donc on n'est pas forcément toujours obligé de venir d'une grande entreprise, mais ce sont également les petits entrepreneurs qui vont donc gagner des contrats et être, oui, ce sera possible pour eux de commencer des affaires. Merci Marc Duré, Philippe Kremer, pardon. Marc Duré, comment les Allemands perçoivent-ils les Français dans l'espace professionnel, selon vous? Alors, on a entendu tout à l'heure parler d'un capital sympathie, donc je pense que c'est le point de départ. Les Français bénéficient clairement d'un capital sympathie en Allemagne. La perception des Français, en tout cas mon expérience dans l'environnement dans lequel j'évoluais, qui est un environnement assez international, donc je n'étais pas dans un secteur PME très germanique, mais plutôt dans un environnement international. Je pense que les Allemands nous apprécient d'une manière générale, apprécient chez nous, ce qui est vrai pour beaucoup de nationalités, notre capacité à réagir et notre capacité à innover et à répondre au contexte au moment où il arrive et à trouver des solutions quand il y a besoin de trouver des solutions. Mais ce que j'ai observé, c'est que le revers de la médaille, c'est une crainte forte par rapport à notre capacité à changer de cap en permanence et un caractère relativement imprévisible du français par rapport à l'allemand. Donc c'est quelque chose à la fois cette capacité à innover qu'il nous envie et qu'il redoute vis-à-vis des Français. Quelles sont les principales différences dans les relations managériales? J'ai trouvé le modèle de management d'un Français en Allemagne le modèle de management à la française et le modèle de management allemand assez compatible. L'attente vis-à-vis du dirigeant en Allemagne, on a parlé d'un niveau du bagage universitaire, par exemple, c'est important. Alors il y a la question d'équivalence entre la France et l'Allemagne, mais on retrouve ça.
Le mode d'encadrement m'a pas choqué entre les deux pays. Je dirais d'une manière générale, dans l'entreprise allemande, ou en tout cas dans une grande entreprise allemande, je dirais le dirigeant français a sa place dans à peu près tous les domaines de l'entreprise. Selon mon expérience, là où les choses changent fondamentalement et dans le quotidien, c'est sur des choses très particulières. La prise de décision, par exemple, est différente en Allemagne et en France. On attend d'un manager français qui soit capable de trancher, de prendre seul des décisions, de donner un cap en cas de difficulté ou en période de crise, alors que la prise de décision dans une organisation allemande est beaucoup plus collégiale. Donc, en ce qui me concerne, dans une grande structure, on applique le principe des 4 dieux, qui est que Vier-Augen-Prinzip, qui est que Vous pouvez traduire pour ceux qui n'ont pas compris. Toute décision se prend au moins à 2. Et dans la pratique, enfin pour ceux qui ont travaillé ou qui travaillent ou qui ont vécu en Allemagne, en tant que dirigeant, j'avais avec moi un Kaufmann, un directeur financier, et les décisions qui engagent l'entreprise sont prises à 2, au moins à 2. Vis-à-vis des équipes, et ça peut être assez déstabilisant pour le manager français, vis-à-vis des équipes, il est culturellement aussi admis, et c'est une forme de devoir même pour une équipe de challenger une décision de son manager si cette décision est considérée comme pas claire ou voire même pas applicable par l'équipe. Et là, en tant que manager français, se voir challenger une décision peut être pris comme ils sont en train de remettre en cause mon autorité. Donc il y a quelques clés à connaître pour pouvoir travailler ensemble bien, et on peut parfaitement travailler ensemble bien. Sans ces clés, on arrive à avoir des situations qui peuvent donner des situations assez tendues. Comment se déroule l'intégration du dirigeant ? Clairement, l'intégration d'un manager français en Allemagne est beaucoup plus facile que ce que j'ai pu observer de managers allemands en France. Pourquoi ? Il y a dans l'organisation allemande, alors encore une fois, je parle de grandes entreprises internationales, il y a clairement une acceptation de la différence culturelle qui est beaucoup moins présente en France. Il y a aussi un phénomène sur la langue. Donc j'ai beaucoup entendu parler il faut parler allemand. C'est vrai, il faut parler allemand. Je vous encourage à parler allemand. Mais vous parlez anglais. Personnellement, je suis arrivé avec 0 allemand et je repars avec epsilon. Pourquoi ? Parce que dans les grands groupes, et encore une fois, j'ai entendu le commentaire des amis que je me suis fait là-bas, travaillant dans des PME, la situation serait différente. C'est-à-dire que peut-être qu'au niveau d'une direction, l'anglais pourrait être utilisé, mais rapidement, quand on va dans les branches opérationnelles, là, c'est l'allemand qui s'impose. Pour l'entrepreneur, c'est impératif de parler allemand, et ils viennent avec leur famille, tous à l'école française, mais vraiment la motivation de vouloir s'intégrer également. Donc ça, c'est très très important de vouloir vivre en Allemagne, de comprendre le marché et de s'intégrer. Oui, l'effort d'apprendre la langue est important. Maintenant, au quotidien et dans mon expérience dans une ville qui était très internationale, puisqu'un siège fort de Siemens, même en période de difficulté où on est à court de son meilleur allemand, très rapidement les gens passent à l'anglais ou au français. Puisque je vous rappelle que le français était la langue première allemande et qu'elle a été dépassée par l'anglais depuis très peu de temps. Donc il y a encore une grande quantité de population, alors peut-être plus cadra et cadra plus, qui parlent français. Et quand un Allemand vous dit qu'il parle français, ça veut dire qu'il parle très bien français. Et on a quelques exemples dans la salle manifestement. Où sont les opportunités actuellement ? Opportunités, on a parlé d'efficacité énergétique. Je pense que le domaine de l'énergie est clairement un domaine porteur. Alors, l'éolien et tout ce qui a rapport aux énergies renouvelables est clairement quelque chose qui est beaucoup plus actif en Allemagne qu'en France. Monsieur Kremer ? Oui, je pense qu'il
qu'il faut oser d'entreprendre, tout simplement. C'est pas forcément lié à un produit, à un secteur. Il faut oser entreprendre. Et actuellement, par exemple, en Allemagne, les derniers sondages, sur 5 étudiants, 4, à la sortie de leurs études, envisagent de trouver un emploi de sécurité stable, de préférence tant que fonctionnaire ou avec un État. Donc ça fait preuve aussi un petit peu de la situation actuelle. On est suffisamment confortablement installé de ne pas forcément toujours tenter d'entreprendre. Donc l'esprit d'entreprendre n'est pas forcément très réputé actuellement. Et il faut vraiment vouloir entreprendre, mais toutes les opportunités sont là pour réussir. Quels sont les secteurs qui sont les plus recruteurs? Peut-être monsieur de la Ville-Georges, peut-être, non? Les entreprises allemandes qui recrutent en France, là, nous, on a beaucoup actuellement dans le bâtiment, paradoxalement, alors que le bâtiment va pas très bien, mais ils ont des produits, des technicités qui viennent en France, qui se développent. On a l'automobile, mais on a également l'automobile en Allemagne. L'automobile est quand même tiré par le marché allemand, hein, puisque les constructeurs allemands sont les premiers. Qu'est-ce qu'on a comme autre secteur? L'énergie, non, alors, on a eu une pointe sur le photovoltaïque qui a complètement sombré. C'est-à-dire on a eu des recrutements massifs, c'était il y a peut-être 3 ans, quelque chose comme ça, plus dans le photovoltaïque. Et puis avec les lois qui sont passées en France, le marché s'est écroulé. Ça a énormément perturbé les Allemands d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas l'habitude que les lois changent comme ça. Donc ils étaient très amers, très amers. Il y a eu des faillites d'entreprises allemandes. Oui, voilà un peu les secteurs. Les créateurs d'emplois, c'est le Mittelstand, ce sont les PME, donc c'est toute la production industrielle, tous ces secteurs-là. Salariés, indépendants, mission, créateurs, comment évolue le marché? Ce que j'ai observé en Allemagne, je l'observe en Angleterre. L'organisation du travail est un peu différente, c'est-à-dire qu'il y a appel à des ressources externes de façon plus marquée qu'en France. J'ai découvert en Allemagne un marché du consultant, c'est-à-dire de la personne qui vient renforcer l'équipe, beaucoup plus présent. Et j'ai un peu l'impression, alors j'ai pas creusé le sujet, j'ai l'impression qu'il y a une économie derrière qui existe moins en France, qui clairement est très similaire de l'économie qui existe en Angleterre, aussi où les sociétés dans leur développement, dans leurs projets, font assez massivement appel à de la ressource externe. Oui, moi je peux confirmer également, c'est-à-dire que c'est une évolution, mais pour moi qui n'est pas si différenciée que ça entre la France et l'Allemagne, où les entreprises cherchent à être plus flexibles, plus agiles, et donc effectivement de sortir d'un modèle traditionnel où on rentre dans une entreprise et on y fait toute sa carrière, à avoir des ressources externes. J'ai pu le voir aussi bien en Allemagne qu'en France, donc des personnes qui sont en France, on dirait auto-entrepreneurs, ou en Allemagne, selbstständig, et qui font une activité d'ingénierie, ou une activité de conseil, ou de dessin, ou de bureau d'études, et qui sont à leur propre compte. Et c'est une évolution pour moi qui est similaire dans les deux pays. Quels sont les canaux de recrutement, offres d'emploi, job board, candidatures spontanées, cabinets, réseaux? Les canaux de recrutement, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est les annonces, il y a des job boards évidemment en Allemagne comme en France. Les principaux sont Monster et Stepstone. Stepstone est connu en Allemagne, pas en France. Mais c'est des canaux qui marchent très mal en fait. C'est-à-dire que comme c'est le plein emploi en Allemagne, nous on voit quand on met des annonces sur ces job boards, il y a très peu de réponses. Alors qu'en France, l'équivalent de Stepstone, c'est cadre emploi. Vous mettez une annonce sur cadre emploi, vous avez 100-150 réponses. Donc du coup, en Allemagne, pour recruter, c'est plus les canaux, ce que je vous disais tout à l'heure, les réseaux, donc Xing, LinkedIn, et puis les cabinets. Les forums emploi. Enfin, personnellement, j'ai été recruté par le groupe Bosch sur le forum de Centrale, donc il y a quelques années. Une précision par rapport à ce qui a été dit avant. Effectivement, le dossier en Allemagne traditionnel avec 40 pages, il existe.
Moi, je dirais que j'ai été recruté par Bosch, donc un groupe de 300 000 personnes, sans écrire une lettre de motivation et sans donner un dossier. Donc ça marche aussi. Et le modèle des forums emploi qu'on connaît en France depuis longtemps s'est développé aussi en Allemagne. Donc c'est des canaux qui marchent et qui peuvent réduire cette barrière d'avoir un dossier complet. Une question d'actualité peut-être pour vous, Monsieur Duret, sur le fait que vous avez entendu ce rapport franco-allemand qui a été commandé par les gouvernements de la France et de l'Allemagne et qui parle de assouplissement des 35 heures et gel des salaires sur 3 ans pour relancer la croissance. Vous avez un commentaire là-dessus? Bon, ce sont des ballots d'essai, je dirais. Et il faut montrer à l'opinion et il faut montrer également aux partenaires que on engage des réformes et qu'on met en mouvement des ajustements de part et d'autre. Du côté allemand, on a convaincu les Allemands qu'il était quand même nécessaire d'investir, que ce n'était pas forcément mauvais pour l'industrie allemande de moderniser un certain nombre d'investissements, et que de toute façon, dans la situation actuelle de ralentissement, investir de manière raisonnable n'est pas forcément remettre en cause une politique de stabilité et de compétitivité. Et du côté français, on doit donner absolument des signaux comme quoi on change les règles du jeu, et notamment comme quoi on abaisse les coûts et on introduit de la flexibilité. Et de ce point de vue, sur les 35 heures, bon, c'est naturellement un épouvantail, mais ce qui est intéressant, c'est de dire que sur une durée du travail standard, on a énormément de possibilités de flexibilité. En fait, en Allemagne, on n'est pas foncièrement différent. On a une référence tarifaire de base de temps de travail qui est souvent assez proche des 35 heures, mais cela dit, on a des corridors de mobilité qui sont beaucoup plus grands et qui font qu'on peut faire varier la durée du travail au cours de l'année à coût salarial constant et prévisible. Donc, d'une certaine manière, la durée de référence n'est pas foncièrement essentielle. Tout est dans la manière dont on gère cette ressource, ce capital de travail. Donc, de ce point de vue, il y a sans doute matière de part et d'autre de la France d'échanger des expériences, notamment sur la gestion, la flexibilité du travail. Et de ce point de vue, si on peut dégager donc une sorte de benchmark entre la France et l'Allemagne là-dessus, ça ferait peut-être évoluer la mentalité d'un certain nombre d'acteurs français qui sont fixés sur le symbole des 35 heures. Donc le dialogue franco-allemand, ça peut servir à quelque chose, parce que ça peut introduire du changement en apprenant de l'autre. Et ça donne des signaux comme quoi, en fait, on n'est pas complètement fixé et complètement réfractaire à la réforme. Donc ça a surtout une fonction pédagogique, beaucoup plus qu'une fonction effective, parce que je vois mal comment les syndicats français se laisseront, d'une certaine manière, dicter un changement des 35 heures si elles ne prennent pas eux-mêmes la chose en main. Donc c'est plutôt un discours de la méthode. En Allemagne, on a montré qu'on pouvait gérer cela de manière très flexible et qu'à partir de là, il y a des solutions, ce qui n'implique pas forcément de remettre en cause fondamentalement des acquis. Oui, bonjour. Une question un peu générale. Vous parliez du capital sympathie qui entoure les Français en Allemagne. Donc, 3 petites questions à ce sujet. D'où provient-il? Et surtout, comment ne pas le dilapider? Donc, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? D'où provient-il? Je pense que c'est historique. Hein. C'est 2 sociétés qui ont vécu ensemble, qui ont combattu l'une contre l'autre, qui se sont retrouvées, qui se sont reperdues, qui se sont retrouvées. Donc c'est un long passé qui a créé des liens et on sent vraiment que ces liens ont du sens aujourd'hui. Donc je pense que ça nous ramène à l'histoire de la relation des 2 pays. Dans la deuxième question, comment ne pas le perdre? À titre individuel, je résume le risque culturel entre un Français et un Allemand en un mot, qui est un vrai faux ami, qui est le mot concept, qui se prononce presque de la même façon entre un Français et un Allemand. Et j'ai une petite histoire à vous raconter. J'ai discuté avec un dirigeant du groupe Audi en Allemagne qui me disait, si tu vas dans un salon automobile, si tu vas sur le stand français, le concept car français sera une idée d'une voiture, un concentré d'innovation dans une carrosserie futuriste.
Il me dit, si tu vas sur le stand allemand, le concept car, tu ouvriras la porte, tu t'asseoiras dans la voiture, tu mettras la clé dans le contact, et en tournant la clé, la voiture démarrera. Donc, quelque part, on revient aux idées sur le slide. Fondamentalement, culturellement, le vrai écueil que je vois et la perte du capital sympathie entre un Français et un Allemand, il vient de ce malentendu où le dirigeant français va chercher avant tout à définir des objectifs, à définir des buts à atteindre, où son équipe allemande attendra surtout un plan d'action, une allocation de ressources, et que les choses soient claires avant de démarrer. Et j'ai vu de nombreuses situations qui reposent sur ce malentendu, où finalement le dirigeant français se demande si les gens le comprennent et si on le prend au sérieux, et l'équipe allemande perdue parce qu'on leur donne des consignes qui ne sont pas claires et qui ne savent pas appliquer. Donc ça, si j'avais une clé à partager avec vous aujourd'hui, c'est celle-là. Il faut arriver avec humilité, comprendre l'autre, comprendre comment fonctionne l'autre, si on veut réussir dans un échange franco-germanique. Je suis très d'accord. Et en dehors de ça, l'ouverture des Allemands vis-à-vis de toute autre nationalité, ça fait partie aussi un petit peu. Mais c'est vrai que l'amour ou l'amitié franco-allemande est très très important pour l'Allemagne. La notion d'avoir un travail ou lorsqu'on a fait un contrat, à ce que le travail soit bien fait, ça c'est très important pour les Allemands. Donc ne pas trop souvent décevoir ses attentes. Éventuellement on joue aussi, en tout cas dans l'entrepreneuriat. J'ai remarqué une chose aussi, pour les dirigeants de filiales par exemple, de filiales de groupes allemands en France, vous faites un budget. Quand vous faites le budget, tout est permis, vous le discutez. C'est-à-dire, le budget ne vient pas d'en haut, ce qu'on disait tout à l'heure, on discute, on contredit, mais après on se met d'accord. Et quand on s'est mis d'accord, il faut le tenir en fait. Ce qui va perturber les Allemands, par exemple, c'est voilà, on s'est mis d'accord, un budget, et puis dès le premier mois, ça diverge, et puis vous avez les bonnes raisons, bah oui, voilà, et ça c'est une différence de culture assez forte que j'ai sentie. Si vous voulez, on s'engage, on discute, mais après, on tient les décisions. J'aurais un petit complément que j'ai aussi vécu dans le domaine de la recherche et dans le domaine des études, y compris dans la formation des diplômés. D'abord, il faut prendre des engagements et il faut les tenir. Et le capital de sympathie, on ne le conserve que pour autant que l'on fait preuve de fiabilité dans la réalisation des engagements que l'on prend. C'est-à-dire, il y a des Verpflichtungen qu'il faut absolument remplir. Il faut tenir ces engagements. C'est une question de Zuverlässigkeit, de fiabilité, qui elle-même crée la confiance. L'allemand a besoin de confiance, et la confiance ne se décrète pas par des mots et par des objectifs, elle se décrète dans ce que l'on réalise et dans la qualité de ce qu'on réalise, c'est-à-dire il faut tenir ces engagements. Et les tenir, et en plus dans les délais et dans les normes indiquées. C'est très important. La fiabilité est l'impératif catégorique. Pour rebondir sur la question de confiance, je pense qu'une grande différence culturelle, c'est qu'en France, on doit gagner la confiance. En Allemagne, on a la confiance, et après, c'est une question de ne pas perdre la confiance. Les Allemands sont, en comparaison des Français, par définition relativement conservateurs dans la façon de travailler. C'est-à-dire, on appelle weniger ist mehr. C'est-à-dire que promettez moins pour avoir plus. Et il me donnait l'exemple d'un projet qu'il avait accompagné, où lui, il n'était pas chef de l'entreprise à l'époque, et il me disait, table de réunion le lendemain, entre le chef de l'entreprise française, qui présente son produit, et le chef de l'entreprise allemande, qui voulait l'acheter. Et le chef de l'entreprise française dit, rendez-vous compte, on a travaillé toute la nuit pour vous amener ce prototype. Il montre le prototype. Alors, pour un entrepreneur français, ça signifie on vient avec toute l'énergie nécessaire, on s'engage, etc. Mais pour le patron allemand, ça signifie ce type a travaillé jusqu'à la dernière minute, il n'était pas sûr de m'amener un produit qui vaille la peine, et il a le courage de me dire ça dans les yeux.
Et c'est un truc, c'est totalement bête, hein, parce que finalement, le patron d'un côté était très compétent, de l'autre aussi. Mais ça reflète un peu l'attente et comment ne pas, pas décevoir, c'est promettre moins et paver bien la voie et donner l'impression de confiance constante. Et c'est ça qui fait finalement souvent, c'est une façon très, très simplifiée de faire les choses, mais qui donne souvent le succès d'un business en Allemagne. Donc, qui a gagné le contrat? C'est une entreprise suisse qui était moins bonne, plus chère, mais bon, les Suisses, c'est les Suisses. Hein, En fait, bonsoir. Une des grosses différences entre l'Allemagne et la France, c'est que l'Allemagne est très décentralisée. Donc il y a un marché de l'emploi qui est dans différentes villes. Donc je voulais savoir un petit peu quels étaient les secteurs par ville. Je sais que par exemple Francfort, évidemment, c'est le plus connu, c'est la finance. Et quelle est la dynamique des principales villes en Allemagne? En gros, où est-ce qu'il faut chercher aujourd'hui? En Allemagne, on est bon partout. Il y a des acteurs du même type dans toutes les grandes villes. L'Allemagne est polycentrique, il n'y a pas Paris et la province. Vous regardez une carte, c'est dommage, je ne l'ai pas apporté, je l'ai montré à mes étudiants ce matin, la carte des activités, dans tous les grands espaces d'activité, vous avez toutes les spécialités. Et les synergies sont un peu différentes, mais finalement, les points forts sont très largement répartis dans le territoire, et il y a une très forte concurrence entre les territoires. Et de ce point de vue-là, il faut être à peu près partout bon, parce qu'on a de toute façon les mêmes standards de qualité sur l'ensemble du territoire. On en parlait dans le salon avant la séance. Ce qui est stupéfiant quand on vient de France, c'est de voir comment l'économie se répartit bien sur le territoire germanique par rapport à la France où tout est très clusterisé, centralisé, en particulier autour de Paris. Donc pour répondre à la question, c'est difficile parce qu'on peut avoir, et c'est l'exemple qu'on discutait, on peut avoir au milieu de la campagne, personnellement, habitant à côté de Nuremberg, j'avais un tout petit village. Dans ce petit village, il y a le siège-monde de Puma, le siège-monde d'Adidas et le siège-monde d'Ina Scheffler. Donc deux mastodontes du sport et un mastodonte de la mécanique. Le village fait 2000 habitants. 2000 habitants. Donc c'est difficile et on va avoir des pépites, on va avoir des fleurons de l'industrie allemande au milieu de nulle part. Donc après il peut y avoir des choix, des tactiques. On souhaite habiter plutôt à la Bavière ou plutôt à un autre land, on souhaite habiter en ville ou à la campagne. Mais d'un point de vue purement professionnel, je suis assez d'accord. Il faut essayer partout, quoi. Je vais juste te donner des statistiques. Alors, si on regarde, évidemment, on peut investir partout, c'est vrai, mais c'est juste des statistiques. Si on regarde les lenders où les Français investissent le plus, le tiercé gagnant, c'est 1 Bavière, 2 Baden-Württemberg, 3, ce sera NRW, Nordrhein-Westfalen, 3 Hessen, c'est à Francfort, et après on descend, Berlin qui commence à remonter, qui est très fort, parce que c'est une ville quand même petite, et les autres villes, je ne les ai pas en tête, mais disons, grosso modo, si on regarde bien, l'investissement est surtout dans les régions qui sont fortes en industrie, qui sont des pays, donc des régions riches, plutôt pas loin de la France, avec une infrastructure de connexion qui est relativement bonne, ligne TGV, Thalys, etc. etc. Mais évidemment, le potentiel est partout ailleurs. Si on regarde maintenant la scène start-up, si on parle des start-up, donc ça explique peut-être la position de Berlin qui commence un peu à remonter. C'est vrai que c'est multicentrique. Le premier en termes de nombre de start-up par tête d'habitants, c'est Munich. Deuxième, Berlin. Troisième, Hambourg. Donc on peut plus par là. Et vous trouverez d'autres possibilités dans d'autres villes. Mais c'était juste pour faire cette petite remarque. Berlin, ça a été the place to be pendant pas mal d'années. À partir de 90, il y a eu quand même un gros boom. Maintenant, on me dit que c'est Leipzig qui est the place to be. Est-ce que c'est vrai? Je crois que Leipzig s'est passé déjà. Guy, tu es en retard. C'est vrai que Berlin, pour tout ce qui est de la nouvelle technologie, les médias, c'est vraiment c'est là où il faut être. Il faut savoir aussi que l'investissement dans le capital risque n'est pas forcément très élevé en Allemagne. Donc ça, c'est un problème aussi. On pouvait être plus fort là-dedans. Donc ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il serait vraiment bien pour toute l'Europe de plus promouvoir encore l'entrepreneuriat,
d'investir là-dedans et de ne pas se reposer sur ce qui a été acquis. Je suis allé récemment au salon de l'emballage ici en France. J'étais frappé, il y avait énormément d'exposants allemands et d'exposants allemands qui recrutaient. Et donc, plutôt sympathique. Est-ce qu'on peut conseiller aux centraliens d'aller faire les salons en Allemagne, Francfort, Hanovre, etc., et regarder si ça recrute sur les salons? Oui. J'ai répondu. Non, clairement, les salons, c'est extrêmement important. Bon, les salons en Allemagne sont encore plus visités et professionnels d'une certaine manière qu'en France. Vous avez des très grands salons. J'ai été au salon de l'emballage également. Je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre d'entreprises allemandes. C'est phénoménal. Et qui recrutent, effectivement. Donc, nous, en tant que recruteurs, on est passé et on a pris beaucoup de missions. Parce que simplement en parlant aux sociétés allemandes, ils ont des besoins. Donc, je dis oui, en fait, les salons, à mon avis, c'est une très bonne piste pour se faire recruter en Allemagne ou en France. Les salons sont très importants en Allemagne. Ce sont des salons mondiaux et le chiffre d'affaires global des foires et salons en Allemagne est d'à peu près le double de ce qu'il est en France. Au moins le double. Et d'autre part, par contre, pour le capital risque et pour la création d'entreprises, je crois qu'une des régions privilégiées, c'est Munich, parce que Munich a été la première ville à se développer comme place financière du capital risque, en grande partie parce que les privatisations qu'a fait le gouvernement de Bavière n'ont pas été pour boucher des trous budgétaires, puisqu'ils n'en avaient pas, ils étaient déjà en excédent. Ils les ont investis dans des organismes de capital risque. Et de ce point de vue financier, c'est Munich, le centre de Munich, qui est, à mon avis, le mieux porteur, d'autant qu'à Munich, il y a en même temps beaucoup d'entreprises de nouvelles technologies, notamment dans les biotechnologies.